Merci. Avant de débuter la conférence de presse, j'inviterai la chef Adrienne Jérôme du Lac-Simon à ouvrir avec une prière d'ouverture. Merci. Je vais faire la prière en ma langue, comme je l'ai apprise depuis toute jeune. Koesile dănăm pe pejic. Că goji manan să găjem în drumul. Că jimini guic și cuizină. Că magawini cat. Că magawini cat. Ni kesin. Că ne lagi gijen majin. Că ni kacha sudane tosinoen. E goji magajin geguna. Kagashach minana, kagashach kaguinanan, miguits no, knaguts agiminiwik. Kidoja madzik, kagijen maguik. Kijamendo. Miguits nogum, agiminjin. Kabat kijawab the manegizgak. Kabat kijawaman gakna, and snabek. Min shenam senugum squeezin, so gen mishnan. Min shenam tadin, min mi dinches pekaden de muin, sagi dinches. Magaya de ujenogum, ujimik de mak. Kijimnaji dikaji, kijimnaji nwixes, kijibagat nagwik janishna bewik. Pensiona bemen, cedigagi, eujima, eujinogum duguk, kijiduguk, sagi diwin, kijachigade, kijidakanagwik pepejik, kijijim squeezik, kinoguchan schnabek kwek, kinijanish gukum smanansk, kijum smanan. Ajino comunicaça com o muçulmano, a gente mais dá-se, se que um muçulmano a gente deve até se winter. Já algum coisa, mamu um abone, um abiganek. Na bijango inanandes, que já neste muito que o muçulmano, não tinha que já do que se que zigunek. Timi gosta não guinanan. Emini que seguigenek do jamadzik. Nós nós não coebindatas de como se não que não os dois season o abugunim se chuva taganan miguets que juntos não wikidman é do gostos magaya de já pen wikinit é jogo de mik kaintaluk amazamuk konikat bonike siman miguets que dic é de seguir genak miguets. Merci. Miigwech, Chawank, chef Jérôme. Alors, bonjour, Koué, tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. I would like to welcome you today to this Assembly of First Nations Quebec and Labrador's press conference. My name is Eve Bastien. I am the Executive Assistant to Chief Ghislain Picard, and I will be your facilitator today. This morning. Mon nom est Eve Bastien, je suis l'adjointe exécutive du chef Ghislain Picard et je serai votre animatrice aujourd'hui. La conférence de presse ce matin portera sur le bilan du plan d'action de la PNQL sur le racisme et la discrimination, dévoilé il y a un an. This morning's press conference will focus on the AFNQL Action Plan on Racism and Discrimination results 1 year after its unveiling. Les personnes qui prendront la parole à tour de rôle sont Monsieur Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations et du Québec et du Labrador, Chief Ghislain Picard, Chief of the Assembly of First Nations of Quebec and Labrador. Madame Adrienne Jérôme, chef du Conseil de la Nation Anishinaabe du Lac-Simon et co-porte-parole du Conseil des femmes élues de la PNQL.
Madame Nadia Robertson, conseillère au Conseil de la Nation Micmac de Gaspé et co-porte-parole du Conseil des femmes élues de la PNQL. The press conference will be followed by a question period. La conférence de presse sera suivie d'une période de questions. Des entrevues individuelles seront également possibles par la suite. Individual interviews will also be possible afterward. Sans plus attendre, je cède la parole au chef Picard. Without further ado, I will give the floor to Chief Picard. Miigwech, Ève, merci beaucoup, Ève. D'entrée de jeu, je voudrais évidemment remercier la chef Adrienne Jérôme pour la prière qu'elle a faite un peu plus tôt. Hein. On a besoin d'inspiration cette semaine. Nos cœurs sont bousculés, les émotions sont fortes et nos cœurs sont lourds. Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire parce qu'aujourd'hui, on est en quelque sorte un pont entre deux dates marquantes. Hier, le triste anniversaire du décès tragique de Joyce Echaquan et demain, le rassemblement important que nous tenons en marge du 30 septembre, qui est une journée qui est maintenant fériée, mais qui est surtout et avant tout une journée de rassemblement et pour essayer de mettre en évidence, je dirais, un impératif de mettre au grand jour la vérité et la réconciliation. J'aimerais tout d'abord souligner que nous tenons cette conférence de presse sur un territoire ancestral non cédé. Ce territoire ayant porté le nom de Tiohtià:ke, bien avant d'être appelé Montréal, était un lieu de rassemblement de plusieurs de nos Premières Nations, ainsi qu'un lieu de création d'alliances avec les premiers immigrants européens. Je pense par exemple au fameux traité de paix, de la Grande Paix de 1701. We specifically recognize the Kanien'kehá:ka Nation as the custodians of the lands and waters on which we meet today. I would also like to thank the members of the media for their presence today. Je tiens aussi à remercier les membres des médias pour leur présence aujourd'hui. Dans le contexte particulier de la pandémie, ça fait plaisir de vous voir en personne, sachant les contraintes qu'imposent les mesures de protection en vigueur. Cela dit, nous sommes aussi en diffusion sur Facebook Live. We're also broadcasting live on Facebook. Je tiens donc à saluer les représentants des médias qui nous regardent, tout comme un grand nombre de membres de Premières Nations, ainsi que des Québécois, Québécoises, qui visionnent cette diffusion via l'Internet. On this very day last year, we were unveiling our action plan on racism and discrimination against First Nations citizens. Il y a exactement un an, soit le 29 septembre 2020, nous dévoilions le plan d'action de la PNQL sur le racisme et la discrimination envers les Premières Nations, lequel propose des actions concrètes pour les citoyens, citoyennes et organisations de la société civile québécoise. Coïncidence dramatique, c'était quelques heures après le décès tragique de Joyce Echaquan, un exemple révélateur de l'ampleur du racisme systémique particulièrement présent dans certains secteurs de services publics au Québec. D'ailleurs, hier soir, non loin d'ici, à la place Émilie-Gamelin, j'ai eu l'occasion d'accompagner plusieurs centaines de personnes qui rendaient hommage à notre sœur Joyce. Depuis un an, donc, nous avons reçu de nombreux appuis et la manifestation d'engagement concret de la part de différentes personnes et organisations. Aujourd'hui, il me fait plaisir de vous présenter le bilan de cette année et de vous annoncer de nouvelles actions pour continuer d'avancer vers la réconciliation. Since last year, we have received a great deal of support and concrete commitments from various individuals and organizations. Today, we are pleased to present this year's assessment and to announce next steps to pursue our march towards reconciliation. But before we do so, I suggest we take 1 minute of silence to commemorate the memory of Joyce Echaquan. Avant d'aller plus loin, je vous invite à prendre 1 minute de silence à la mémoire de Joyce Echaquan, qui nous a quittés dans des circonstances que vous connaissez, il y a un an hier.
Merci beaucoup. Évidemment, nos pensées vont également à la famille de Joyce, son mari Carole Dubé, ses enfants, la communauté de Manoane et à la nation atikamekw tout entière. Comme je vous le disais en introduction, nous avons reçu de nombreux messages d'appui au cours de la dernière année. Plusieurs organisations ont aussi adopté des engagements au prix des actions concrètes afin de lutter contre le racisme ou la discrimination envers les Premières Nations. Permettez-moi de vous donner quelques exemples. L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, qui a apporté son appui sans réserve au plan en adoptant plusieurs mesures concrètes au sein de son institution et sans doute aussi en influençant d'autres institutions et en partageant largement sa vision d'ouverture et d'inclusion dans la collectivité. Le 2 février 2021, la Ville de Gatineau, qui mandate par voie de résolution unanime sa table de concertation sur le vivre ensemble, afin de mener une réflexion quant aux actions proposées aux municipalités issues du plan d'action de la PNQS sur le racisme, sur la lutte au racisme et la discrimination à l'endroit des Premières Nations. S'ajoute un engagement de plus de 200 municipalités qui, par voie de résolution, ont exprimé leur solidarité avec les nations autochtones du Québec et affirmé leur volonté de favoriser des relations harmonieuses avec celles-ci. À la CSQ, plusieurs initiatives ont été mises en place, dont la protection de guides et une plateforme de sensibilisation aux réalités et cultures autochtones, en plus d'appuyer officiellement le principe de Joyce. Les étudiants en droit de l'Université d'Ottawa, qui ont tenu une session de présentation du plan de lutte au racisme et à la discrimination envers les Premières Nations. Je pourrais ainsi continuer comme ça très, très longtemps. Nous avons aussi reçu beaucoup de messages de la part de Québécoises et Québécois qui nous demandent de quelle façon ils pourraient contribuer à la réconciliation. Cette vague de solidarité et la volonté d'agir exprimée dans l'ensemble des régions du Québec nous ont convaincus de la nécessité de poursuivre la démarche visant la création d'alliances. Notre volonté de continuer à miser sur les alliances avec la société civile québécoise repose également sur les résultats d'un sondage qui indique une augmentation dont la population québécoise de la perception face aux Premières Nations depuis 12 mois. Ce sondage illustre aussi que les Québécois sont prêts à poser des gestes concrets dans la lutte au racisme. Je vous présente ici les résultats des 3 questions ayant fait l'objet d'un sondage omnibus de Léger Marketing. Donc, la première photo, la perception des Québécois face aux Premières Nations. Au cours de la dernière année, 2 Québécois sur 3 sont d'avis que leur perception face aux Premières Nations est restée la même. Mais on perçoit que l'amélioration de la perception s'accélère. À l'inverse, seulement 8 % sont d'avis que leur perception s'est détériorée. Donc, ce qu'on peut apporter comme très brève conclusion, c'est que la question autochtone occupe une place importante dans l'espace public et l'intérêt est en train de prendre un peu plus de vigueur, je dirais. La deuxième photo, les gouvernements et la lutte contre le racisme et la discrimination envers les Premières Nations. 41 % des personnes sondées jugent que les gouvernements n'ont pas posé de gestes significatifs pour lutter contre le racisme et la discrimination envers les Premières Nations au cours des 12 derniers mois. À noter que les 18 à 34 ans, c'est 55 % des répondants qui disent que le gouvernement n'en fait pas assez. Et en parallèle, l'année dernière, les résultats nous révélaient qu'il y avait au moins 8 Québécois sur 10 8 Québécois plutôt sur 10 qui jugeaient qu'il était de la responsabilité des gouvernements d'agir contre le racisme envers les Premières Nations. Et ici, ce qu'on peut apporter comme conclusion par rapport à cette deuxième photo, c'est que, de toute évidence, c'est aussi une tendance qui est en train de prendre de l'ampleur. La troisième photo maintenant, troisième question, agir dans la lutte au racisme et à la discrimination envers les Premières Nations. C'est 76 % des Québécois qui se disent disposés à poser des gestes concrets dans la lutte au racisme et à la discrimination des Premières Nations. 50 % si on leur offre l'occasion. Et la déduction qu'on peut faire ici, c'est que l'intérêt est au rendez-vous, les moyens ne le sont pas nécessairement. Donc, ça nous donne encore plus
de conviction sur la démarche que nous proposons aujourd'hui, c'est-à-dire renouveler l'appel et renforcer les messages en ce qui concerne les effets et les impacts du racisme et de la discrimination contre les Premières Nations. Et c'est justement ce que l'on va faire aujourd'hui. Ce que nous annonçons ce matin, c'est qu'au cours des prochains mois, nous allons offrir des occasions et des idées aux Québécoises, aux Québécois pour poser des gestes concrets. Avant de vous présenter plus en détail notre projet de campagne sociétale, j'invite maintenant les co-porte-paroles de la table des femmes élues de la PNQL, la chef Adrienne Jérôme, de la Nation Anishinaabe du Lac-Simon, chef Jérôme, et Nadia Robertson, qui est conseillère au sein de la Première Nation de Gaspé. Je vais commencer par la chef Jérôme. Non, c'est Nadia. Excusez. À ma droite, la chef conseillère Nadia Robertson. Wiliexikpuk. Alors, le Conseil des femmes élues des Premières Nations est fier de s'associer à la démarche de la PNQL et de supporter le plan d'action sur le racisme et la discrimination envers les Premières Nations. Ça fait des années qu'on dénonce le racisme envers nos peuples. Il y a eu de nombreuses enquêtes, des commissions, des recommandations, dont l'enquête nationale sur les femmes et les filles disparues et assassinées, qui sont venues confirmer le racisme et la discrimination disproportionnée que subissent les femmes autochtones. Le décès de Joyce Echaquan l'an dernier est une illustration frappante du sort malheureux que subissent encore trop de nos sœurs, nos mères, nos filles au sein des communautés. J'ai moi-même assisté aux audiences du coroner. J'ai eu la chance d'y rencontrer Carole Dubé et sa famille. J'ai vu la douleur vécue par eux ainsi que la nation Atikamekw, une peine qui a été ressentie parmi toutes les Premières Nations. Et je sais qu'il y en a beaucoup aussi chez nos alliés allochtones qui ont pleuré le décès de Joyce avec nous. C'est pourquoi je suis très heureuse que la PNQL n'ait pas attendu après le gouvernement pour agir en interpellant directement la population et la société civile. Parce qu'il faut bien admettre que la réaction du gouvernement du Québec est très décevante. Comment peut-elle réellement prétendre s'attaquer à un mal qu'on n'ose même pas nommer? Le racisme systémique existe et il faut le combattre avec vigueur, détermination et surtout solidarité entre les peuples. Je suis donc tout aussi heureuse de voir qu'on s'adresse directement aux Québécois et aux organisations qui peuvent faire une différence. Je vois plein de gens qui me disent vouloir nous aider, mais me demandent quoi faire. Eh bien là, on a des actions concrètes, des gestes qui peuvent être posés par des organisations ou des individus. J'aimerais aussi profiter de cette tribune pour lancer un appel particulier aux Québécois, aux Québécoises et aux organisations de femmes. Nous avons besoin de vous pour nous aider à mettre fin aux injustices que vivent nos femmes autochtones. La Commission Vient, l'enquête nationale ont clairement démontré que beaucoup trop de filles et de femmes autochtones sont directement visées dans leur quotidien par des comportements et des gestes de racisme et de discrimination, et il faut que ça cesse. En terminant, je veux féliciter le chef Ghislain Picard et la PNQL pour cette belle initiative, et j'aimerais céder la parole à la chef Adrienne Jérôme, co-porteuse du dossier des femmes, du Conseil des femmes élues. Bonjour. Oui. J'aimerais remercier tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Je pense que le premier pas à faire, c'est de faire cette conférence. Puis ceux qui peuvent nous aider beaucoup, moi je trouve que ce sont les journalistes. C'est là que tous les messages se publient. Je remercie aussi la PNQL d'avoir fait le plan sans entendre le gouvernement. Qu'on s'engage, nous-mêmes. Moi, je me dis que la réconciliation, ça commence par soi. Je me réconcilie avec moi. Je m'engage, moi, à peu faire mal. Je m'engage à ce que je laisse personne me faire mal. C'est ça la réconciliation. Il faut commencer par soi. Puis c'est important.
Je m'engage à me faire du bien. Je m'engage à pratiquer ma culture, mes cérémonies, sans avoir honte, sans avoir peur. C'est ça la réconciliation. Il faut s'engager avec soi-même. C'est de même avec vous, les Québécois. Il faut s'engager envers soi-même avant. Je m'engage à ne plus discriminer. C'est ça la réconciliation. C'est de s'engager, comme on s'engage avec nos familles, comme on s'engage avec nos enfants, avec celui qu'on partage sa vie, envers ses parents. C'est ça l'engagement. C'est ça se réconcilier. Il faut se réconcilier par soi avant. Après, on est prêt. J'ai fait ça dans ma communauté. Je vois mes gens de plus en plus heureux. Ils se réconcilient. Ils se cachent plus. Ils se cachent plus pour pratiquer l'Anishinaabe. Je ne laisse plus, moi, personne me dire qu'ils sont fous à cause de mes valeurs, à cause de ma façon de penser, à cause de comment on m'a élevé, comment que je lis la nature, comment je perçois les choses. C'est ça la réconciliation. Il faut que chaque personne se réconcilie envers lui-même et puis de dire qu'on devrait même pas avoir la discrimination, qu'on ne devrait même pas avoir le racisme. J'ai élevé mes enfants dans le respect, dans l'amour, l'humilité, le courage, la vérité, l'honnêteté et la sagesse. Dès la petite enfance, on élève nos enfants avec la sagesse. Moi, j'ai élevé des chasseurs, des médecins de la nature. C'est ça qu'on élève. Des liseurs. Quand on est à Anishinaabe, je pense que toutes les nations le font maintenant, on n'a plus se cacher. Parce qu'on a commencé la réconciliation envers nous-mêmes avant. Là, c'est le pas aujourd'hui de faire une réconciliation. Moi, j'ai jamais fait de mal à personne. Pourquoi je dois débuter la réconciliation alors que je le fais envers moi-même avant? Le premier pas, je pense que ça doit se faire, même si l'autre ne veut pas, moi, nous, on va le faire. Il y a des gens chez nous qui croient à ça, qui croient beaucoup, beaucoup à ce qu'on nous redonne, ce qu'on a perdu, nos territoires, notre subsistance, qu'on nous croit qu'est-ce qui se passe dans la nature. On a perdu beaucoup, mais on est là, on n'est pas là pour nuire, mais pour aider. Moi, je connais le territoire comme ma poche. Mes enfants aussi. Je sais qu'est-ce qui se passe. La réconciliation, c'est ça. Je suis une scientifique aussi, moi. Même si j'ai pas été aux études en scientifique, je sais ce qui se passe. J'ai prié tantôt, puis j'ai parlé de ma grand-mère et de mon grand-père. Ma grand-mère, l'été, le printemps et l'été, il s'en va. Mon grand-père, avec son drap blanc, il arrive. C'est l'hiver pour permettre
à ma grand-mère de se reposer. Puis je dis tout le temps, chaque fois, merci. Merci à ma grand-mère d'être venue élever les petits animaux, tout ce qui pousse sur notre territoire. Mon grand-père qui vient faire reposer, qui vient refaire ici, là, permettre les animaux d'être en gestation tout l'hiver. C'est ça, non? C'est ça, c'est comme ça qu'on pense, nous. C'est ça, non, l'Anishinaabe. C'est toujours par rapport à la nature. C'est toujours ce qui se passe dans le territoire. Quand ma grand-mère, moi, elle a perdu son enfant au pensionnat. Je me suis toujours demandé pourquoi elle pleurait. Il y avait comme un mur avec un dessin d'un enfant. Puis on priait pour lui à chaque soir, quand j'étais avec elle. Quand les enfants y ont été découverts, c'est là que j'ai su que mon oncle a été assassiné. C'est là que j'ai su pourquoi que ma grand-mère pleurait à chaque soir. Mais c'est ça, c'est la réconciliation. Elle avait déjà débuté avec elle-même. Puis je me suis dit, la plus belle exemple, c'est ma grand-mère. Parce qu'elle a su avancer. Elle a su pardonner. Elle a su se réconcilier avec seule. Et avancer. Puis aujourd'hui, on suit toujours l'exemple de ceux qui nous ont appris. Moi, c'est ça que je voulais partager, c'est la réconciliation. Il faut débuter avec soi-même. Puis j'invite à tout le monde de le faire, que chaque Québécois le fasse, se réconcilier envers lui-même avant. Puis après ça, la vraie réconciliation va débuter. Mais, Miigwech, merci. Miigwech, chef Jérôme, et Miigwech, Nadia Robertson. Des messages inspirants qu'on a besoin d'entendre et je pense que ça nous ramène en quelque sorte à l'essentiel. D'un côté, ça nous rappelle qu'il y a une partie importante de nos populations qui est plus vulnérable que d'autres, hein, les femmes, et qui sont également peut-être plusieurs fois ont plus de chances d'être des victimes du racisme et de la discrimination. Mais l'autre aspect du message qui est extrêmement important aussi, c'est que, quelque part, on est tous un peu des pédagogues. C'est de bien comprendre que la réconciliation, ça se passe aussi chez nous. Ça doit aussi se passer chez nous, entre nous, au sein même de nos communautés. D'abord pour apprendre à se réconcilier avec notre passé, qui n'est pas un exercice facile. Et je pense que c'est un beau rappel que nous fait la chef Jérôme notamment. Et ça rejoint un peu une question qui, à mon sens, est posée ce matin, sans doute par plusieurs Québécoises et Québécois. Qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant? Donc, c'est pour tenter de répondre à cette question que nous lançons une campagne de sensibilisation qui mise sur l'engagement de toutes les composantes de la société civile, autant des organisations qu'au niveau individuel. We call on people and organizations to engage in the fight against racism and discrimination against First Nations. Pour concrétiser ces engagements, on pourra choisir des plans parmi celles que l'on retrouve dans le plan d'action. Nous allons aussi proposer d'autres idées concrètes pouvant être réalisées à différentes échelles, en plus de rendre publics des exemples d'initiatives citoyennes. De plus, une plateforme web sera bientôt lancée à cet effet. Pour manifester leur volonté d'engagement, on invite les personnes intéressées à se prendre en photo ou en vidéo et de les partager sur les réseaux sociaux avec les mots-clics que vous avez devant vous ici. D'abord, agir contre le racisme et Premières Nations.
To show your willingness to engage, interested people are invited to take photos or videos and share them on social networks with the hashtags Act Against Racism and First Nations. Des affiches ont d'ailleurs été produites pour les personnes qui prendront part à la marche de la vérité et de la réconciliation qui aura lieu demain, ici même, et demain, donc le 30 septembre, ici à Tiohtià:ke. Elles pourront être utilisées par tous les marcheurs qui voudront témoigner publiquement de leur engagement dans la lutte au racisme envers les Premières Nations. Organisée par le Foyer pour femmes autochtones de Montréal, en partenariat avec l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, cette mobilisation s'inscrit dans le mouvement « Chaque enfant compte », visant à commémorer la tragédie des pensionnats autochtones. Le rassemblement et la marche de Montréal commenceront à 13 heures à la place du Canada. This gathering and march held tomorrow in Montreal will mark the first National Day for Truth and Reconciliation. I want to thank Nakuset and the Native Women's Shelter of Montreal for organizing this event to allow us to commemorate the tragedy of residential schools. En conclusion, je tiens à remercier infiniment tous les alliés québécois, sans qui la réconciliation ne serait pas possible. Il ne fait pas de doute que la population québécoise est de plus en plus sensibilisée aux réalités des Premières Nations et surtout prête à agir pour la réconciliation, probablement davantage que l'est le gouvernement du Québec. D'ailleurs, selon le sondage réalisé par la PNQL, c'est une forte proportion des Québécois qui estiment que le gouvernement n'en fait pas assez, qu'il doit en faire plus pour lutter contre le racisme et la discrimination envers les Premières Nations. Je suis donc aujourd'hui heureux de constater l'appui grandissant des Québécois. C'est encourageant pour l'avenir puisque c'est ensemble, autochtones et allochtones, que nous pouvons changer les choses et faire une différence. We realized over the last year that it is directly with the Québécois that we must work, without waiting for government actions. Actions are always awaited and that, when they arrive, inevitably end up disappointing us. Nous allons parler directement aux Québécois, à tous ceux qui voudront s'engager avec nous dans la lutte au racisme et à la discrimination envers les Premières Nations. Mais comme je le disais, notre appel à la société civile ne doit pas occulter la responsabilité du gouvernement. J'invite le gouvernement Legault à endosser, lui aussi, notre plan et à s'engager formellement contre le racisme et la discrimination envers les Premières Nations. Un geste qui me semble fondamental pour paver la voie à la réconciliation. Merci à vous tous et toutes. Merci, chef Picard, Tiawank, Miigwech, chef Jérôme et Madame Robertson. Nous allons maintenant procéder à la période de questions. We will now proceed to the question period. J'ai quelques indications pour vous. Dans un premier temps, étant donné la situation sanitaire, mon collègue se promènera et viendra vous voir avec le micro, seulement me faire un petit signe visuel. J'ai déjà quelques personnes dans ma mire et je vais pouvoir lui indiquer où se rendre. Alors, if you have any questions, just let me know and I'll have my colleague to come with the microphone with you. S'il vous plaît, nommez-vous et indiquez pour quel média vous travaillez. So please name yourself and indicate for which media you work. Indiquez à qui s'adresse votre question, s'il vous plaît. Indicate who your question is for. Et merci de vous limiter à une question et une sous-question. Nous pourrons peut-être revenir à la fin si nous reste du temps. Please limit yourself to one question and one sub-question and we'll try to come back at the end if we have enough time. Les questions peuvent être posées en français ou en anglais. You may ask a question in French or in English. Alors, je passe la parole. Good afternoon, Chief Picard, Paul Grafe with K1037 Radio in Kahnawake. The question is yesterday with the Vigil for Joyce Echaquan, you were calling on the Quebec government to adopt Joyce's principle. Today is a whole different story. This is calling on the Quebec population, it seems. Is this the first time that you're speaking directly to the people in order to fight racism against First Nations communities?
Thank you for the question, and I don't think anyone can deny the fact that there's a responsibility for governments to act on these issues. But obviously, we seem to find ourselves too often in a waiting mode, and I think at the same time, in light of the fact that Indigenous issues are certainly taking a lot of room in the public space, we're trying to take advantage of that reality and say, well, maybe it's time for the people on the ground, those people who live racism on a daily basis and see their impacts, the impacts to act if governments are not willing to do so. So I don't think we can at any time free governments from their obligations, but at the same time, what I would qualify as a human wave we've seen for the past year, maybe it's time that it turns into a tsunami so that governments will finally do the right thing. And I know Mr. Lafrenière has been promoting his plan over the last year or so. I have hope, j'ai espoir. And what we're saying today is a message to Quebecers. I engage, I commit, and I think this is what we're expecting. I think the call is really on our human values, essentially. I think any person in Quebec will understand that. Vice Chief Robertson, if you can kind of answer the same question about what it means for First Nations people to do something like this and to speak to Quebecers directly. The plan is, as Chief Picard just said, we need a tsunami. We need changes. We need to listen to these calls of actions that we have to end the systemic. The first thing to do to me, is to recognize the systemic racism that First Nation women go through every day. So with this, by recognizing that, that little world, that will change things, and I will start, because how can you say that you will change things when you don't recognize the problem? So this is pretty much my opinion. Bonjour, Annie Guillemette au 98.5. J'aimerais revenir en français un peu sur la même chose. Chef Picard, ça fait 1 an que vous martelez la demande au gouvernement de reconnaître le racisme systémique. Aujourd'hui, même dans votre communiqué, le mot n'apparaît même pas. Vous l'avez prononcé quelques fois. Est-ce que c'est un peu par dépit qu'1 an plus tard, vous changez un peu l'objectif pour vous adresser aux citoyens, puisque le gouvernement ne semble pas vous entendre? D'abord, c'est aucune attaque ce matin, là. C'est une invitation. Je pense que ce qu'on veut faire valoir, c'est le fait que c'est un défi qui se présente à nous tous. Je pense que le chef Jérôme l'a bien élaboré un peu plus tôt en disant que la question de la réconciliation nous appartient aussi comme Première Nation. Et ce que nous disons, et à la lumière d'un sondage qui a été quand même très, très révélateur l'année dernière, il y a maintenant 1 an, un peu plus d'1 an d'ailleurs, c'est que la grande majorité, la très grande majorité des Québécois trouvent que oui, effectivement, les Premières Nations sont victimes de racisme et de discrimination. Les résultats que nous rendons publics aujourd'hui tendent à confirmer cette réalité-là à nouveau. Et je pense que le phénomène prend un peu plus d'ampleur. Beaucoup plus de Québécois sont au courant qu'il y a cette réalité-là qui est autour de nous, au sein même du Québec. Et les Québécois sont prêts à agir dans la mesure où ils en ont les moyens. Donc, ce qu'on offre aujourd'hui, c'est exactement ces moyens-là. Donc, un accompagnement dans une lutte finalement qui nous interpelle tous, là, où qu'on soit, quoi qu'on fasse dans la vie. Et ce n'est pas pour désengager la classe politique ou les acteurs politiques, mais c'est beaucoup plus pour trouver une façon de les convaincre autrement. Et parce qu'il y a de toute évidence là, un déni systématique au niveau gouvernemental que les situations que nous soulevons, que nous déplorons, que nous dénonçons finalement, font en quelque sorte partie de notre imaginaire.
Et donc, on est confronté à un discours un peu, je dirais, d'opposition selon le siège qu'on occupe. Et nous, tout ce que nous disons, bon, il y a une réalité qui s'exprime dans nos rues, dans nos quartiers, dans nos municipalités. Les gens qui vivent de près les effets néfastes du racisme et de la discrimination. Donc, c'est beaucoup plus à ces gens-là qu'on s'adresse aujourd'hui en les invitant à joindre la campagne. Justement, pouvez-vous nous donner des exemples de ce que vous demandez ou l'invitation que vous lancez aux citoyens? Bon, il y a la marche de demain, il y a d'autres événements. Qu'est-ce que vous voulez voir sur les photos avec les mots-clics que vous demandez aux citoyens? Bien, en fait, ce que nous recherchons, c'est d'aller chercher ces personnes-là qui sont convaincues de ce qu'on avance aujourd'hui. Et pour nous, évidemment, mes deux collègues ce matin, Chef Jérôme et Nadia Robertson, l'ont confirmé. Hein, les femmes sont beaucoup plus vulnérables que le reste de la population aux effets néfastes du racisme et de la discrimination. Et ce qu'on recherche au niveau des personnes qui sont prêtes à s'engager, c'est vraiment des gens qui, peut-être, écoutez, depuis 1 an, ce qu'on reçoit comme communication, comme appel de différentes personnes, c'est que, écoutez, moi, je suis personne, je fais très, très peu de choses dans la vie, mais ça me touche, ça me concerne et je veux agir. Et pour moi, il n'y a pas le geste aussi minime qu'il soit peine perdue, là. C'est important. Je pense que tout le monde trouve sa place et c'est l'essentiel du message. Il y a beaucoup d'organisations qui se mobilisent depuis 1 an et nous, on veut continuer dans cet esprit-là de maintenir les alliances qu'on a, d'en créer d'autres pour que la vague prenne assez d'ampleur que ça devra difficile ou impossible pour la classe politique, les acteurs politiques de rester indifférents. Bonjour, Jessica Nadeau du Journal Le Devoir. J'aimerais revenir un peu sur la question de ma collègue, mais pourquoi vous vous tournez aujourd'hui vers les gens? Est-ce que c'est parce que les gouvernements ne répondent pas assez rapidement à vos demandes? Est-ce que c'est pour ça que vous allez directement vers les gens? Bien, c'est ce qu'on fait depuis 1 an. Hein? C'est l'origine du plan d'action contre le racisme l'année dernière. C'était notamment soutenu par des résultats d'un sondage qui s'est démontré très, très révélateur sur la situation du racisme et de la discrimination au Québec et sur la volonté aussi de la population de confirmer qu'il y avait une responsabilité gouvernementale. C'était 8 Québécois sur 10 qui jugeaient qu'il était de la responsabilité du gouvernement d'agir. Ce qui n'est pas non plus un mystère maintenant, c'est que nous avons procédé de cette façon-là l'année dernière parce que le gouvernement Legault s'était donné une mission, en quelque sorte, là, en juin 2020, de créer son propre groupe d'action contre le racisme avec deux ministres de son cabinet. Et ce que nous disions à ce moment-là, c'est qu'on n'est pas d'accord avec cette démarche-là. Parce que comment se donner une mission alors qu'on ne sent pas nous-mêmes les effets du racisme sur le terrain? Et ce qu'on dit, c'est que c'est vraiment une démarche qui appartient aussi à la population. Éventuellement, si la démarche connaît assez d'ampleur pour changer la conscience des acteurs politiques, bien, on dira tant mieux. Mais au-delà de tout ça, je pense que c'est vraiment une question de trouver, de se donner les bonnes conditions, les conditions gagnantes pour la cohabitation harmonieuse que nous souhaitons tous. Je pense qu'il n'y a personne qui peut être contre ça, et c'est ce que nous avançons aujourd'hui. Donc, la question de la relation entre nos sociétés n'est pas accessoire, là. C'est primordial. Mais en même temps, on sait très bien que le gouvernement actuel est à court là, de gestes concrets de son côté. On est en train d'évaluer un peu les sorties du gouvernement du Québec par rapport aux appels à l'action de la Commission Vient. Bon, on est parti d'à peu près 52, puis on est rendu à 68. Est-ce que c'est vraiment ça la réalité? Donc, c'est des choses qu'on devra éventuellement valider. Et pour moi, c'est très clair que le message aujourd'hui est davantage porté sur nous-mêmes comme population, comme société, que sur les gouvernements. Mais écoutez, les gouvernements, on pourra en parler longtemps aujourd'hui, mais ce n'est pas ça l'intention aujourd'hui.
Et j'aimerais savoir également, on dit, bon, dans la dernière année, 2 Québécois sur 3 sont d'avis que leur perception face aux Premières Nations est restée la même. On a énormément parlé d'enjeux autochtones depuis un an. La mort de Joyce Echaquan, la découverte des corps, des pauvres petits corps cet été. Ça m'étonne que la perception soit restée la même. J'aurais pensé que c'était peut-être que la perception aurait changé. Qu'est-ce que... Moi, ce que je lis dans le résultat aussi, c'est qu'il y a un intérêt d'en savoir plus. Et je pense qu'il faut regarder ce résultat-là en fonction de l'autre résultat. C'est-à-dire des gens qui, de plus en plus, la majorité, qui disent « OK, ça me tente de faire quelque chose, mais je ne sais pas comment m'y prendre. » Et je pense qu'il faut vraiment regarder les résultats dans un ensemble. Et pour moi, la perception est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur par rapport aux résultats de l'année dernière. Je pense qu'on peut facilement regarder les choses de façon négative, mais en même temps, il faut regarder ça de façon positive aussi. On a parlé tantôt des engagements qui ont été pris de diverses organisations. Madame Jérôme à Val-d'Or, Alex Simon, il y a eu des enjeux très forts à Val-d'Or. Est-ce que la police de Val-d'Or s'est engagée dans le plan d'action de l'an dernier? La police de Val-d'Or, non, pas vraiment. Mais on est en relation avec eux quand même. On se parle, on dénonce encore des choses avec eux, mais ça se corrige sur le fait. Là. Mais nos gens, comme moi, chez nous, j'ai donné des moyens à ma population, moi. Si on n'est pas capable, si la police n'est pas capable de nous protéger, mais il faut se protéger. C'est ça, c'est de dénoncer. On dénonce. Il y a du changement. Moi, je te dirais qu'il y a du changement maintenant depuis qu'on dénonce avec les dirigeants de la SQ. Mais c'est toujours dans l'action là, qu'on dénonce. C'est la seule relation qu'on a, là. Mais pour eux, s'engager, j'ai pas eu d'engagement avec eux autres, j'ai pas eu vraiment de rencontre officielle pour qu'on s'engage entre nous. C'est quand ton gouvernement il nie qu'il y a du racisme, mais tes organisations, eux aussi, vont nier. Ils ont un engagement envers le gouvernement, eux aussi. Là. C'est le gouvernement qui leur donne des sous pour ce pays. Puis, pas s'engager avec ses boss. Moi, j'aurais peur, moi, de me faire sauter, de me faire congédier. C'est ça, la relation. Mais la relation avec nous, dans l'engagement, on n'en a pas encore eu. Oui, bonjour tout le monde. Lindsay Richardson with APTN. Chief Picard, similar question to my colleague here. A large number of survey respondents say that their perspectives have been maintained over the last year. So how do you interpret those results? Is status quo a positive or a negative in this journey towards reconciliation? Well, status quo is positive in my view, and it just builds on our objective that we announced today, that we need to do more as First Nations people in order to put out in the open, the devastating impacts of racism and discrimination. So it just gives us more energy that what we attempted to achieve over the last year, we need to stay the course. And to me, I find it very convincing that that we didn't go back, we didn't regress in terms of what needs to be done. And so I look at it as positive. I could say, well, let's not look at it as a challenge, but rather as an opportunity to pursue that objective. Now, switching gears just quickly, within the last hour, a joint press release came out where you addressed Bill
96. Can you just give the AFNQL's perspective on that piece of legislation, please? Well, essentially, we were before the Parliamentary Commission on 96 yesterday. Myself and Chief John Martin from Giskapigiak, who is the portfolio holder on education for our First Nations, and we're. I mean, I have to say that I think an ocean separates us from the government of Quebec and its views on the whole issue of language. This being said, I don't think we can take away from their desire to give themselves the means to protect the French language. I don't think nobody will deny the status of the French language on the whole continent and its poor state. But this being said, any protection shouldn't be done trampling on languages of our peoples. And this is what we wanted to convey as a message yesterday. But I have to say that it wasn't understood. That's my assessment in light of our brief appearance tomorrow, not tomorrow, but yesterday. And I think certainly more will need to be done in order for Quebec government to understand where we stand and why we say the things we do. I don't feel that yesterday was the proper forum for that. We're hoping that we can, the government is saying that, and in reference to C-92, which is the federal law now, on our children and families, our youth and families, they're denouncing the fact that Canada did not consult them. Where they're doing the same thing with regards to 96. So clearly, whatever they denounce somewhere else, in a different court, this is what they're applying when it comes to Indigenous peoples. I mean, if the nation-to-nation relationship is to be a true relationship, then we certainly should be finding ourselves at a different table than the Parliamentary Commission that we participated in yesterday. Oui, nous dumont, nous Chouchane Bacon, APTN. Bonjour, Chouchane Bacon d'APTN. Ma question, c'est bien pour le plan, tout, mais les étudiants, mettons, je prends exemple, les étudiants autochtones qui doivent sortir des communautés, qui sont dans des institutions allochtones, qui vivent du racisme souvent, puis il y en a plusieurs exemples, qui vivent du racisme et qui dénoncent ce racisme durant leurs études. Ils font des plaintes. L'institution n'écoute pas ou ne fait rien concernant cette discrimination, ce racisme-là. Est-ce qu'un étudiant autochtone peut se tourner vers la PNQL et toute l'institution quand même de la PNQL et toutes ses commissions pour venir chercher de l'aide chez vous? Est-ce que c'est possible? Ou qu'est-ce que vous offrez à ces étudiants-là qui ne se sentent pas écoutés par leur propre institution allochtone, qui veulent s'en sortir en allant aux études à l'extérieur, puis qui se font pas écouter? Est-ce qu'ils peuvent se tourner vers vous? Shoshan, merci beaucoup pour la question. En fait, il y a deux réponses possibles. D'un côté, la PNQL ne peut pas s'auto-mandater un peu à la manière d'un protecteur du citoyen ou d'un ombudsman ou ombudsperson, si on veut, pour traiter des plaintes. On n'a pas ce mandat-là. Ceci dit, moi, les messages que je reçois de temps à autre, puis j'en reçois plusieurs, sont rarement laissés sans réponse. Donc, on essaie d'assurer un suivi. Mais ceci étant dit, et c'est là que le plan, que la campagne que nous amorçons aujourd'hui prend toute son importance, c'est d'arriver à convaincre les institutions elles-mêmes d'agir aussi en fonction de ces réalités-là. Et je sais, je donnais l'exemple de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Il y a d'autres institutions aussi qui se sont associées avec les objectifs du plan depuis 1 an. Et notre mission, notre défi, finalement, pour les prochaines semaines, mois et années, c'est vraiment de réussir à accroître le niveau de participation des différentes institutions parce que l'éducation a été ciblée
par plusieurs commissions enquêtes, en particulier la Commission Vérité et Réconciliation, comme étant vraiment des partenaires majeurs dans la lutte à la discrimination, dans la lutte au racisme. Et pour moi, bon, il faut rappeler à ces institutions-là qu'elles ont une responsabilité importante à jouer. Bon, je pense à l'UQAT, mais je pourrais penser à d'autres universités également. Oui, bonjour, Delphine Young pour Radio-Canada. Je voulais savoir concrètement, vous proposez aux gens de poster la photo avec les mots-clics puis de participer à la marche de demain. Est-ce qu'il y a d'autres gestes concrets que, je ne sais pas, Madame Tremblay de Mascouche peut poser au quotidien pour lutter contre le racisme? Ben, l'exemple qui me vient à l'esprit, ça a été dans les premières semaines lorsqu'on a dévoilé notre plan il y a un an. C'est une personne qui disait, bon, moi j'ai déjà travaillé dans certaines communautés autochtones, je ne fais plus ça. Mais ce que je fais par ailleurs, c'est que j'ai installé un chapetoine qui est un peu une habitation traditionnelle du côté des Inuits. Et elle disait, bon, j'ai installé ça dans ma cour, puis je reçois des gens et je contribue à l'éducation à ma façon avec ce que j'ai comme outil. C'est des gestes aussi de base que ça qui sont posés par les gens. Donc, ce qu'on dit surtout, et moi, ça m'arrive de rencontrer des gens qui disent écoutez, je connais la situation des peuples autochtones, je fais pas grand-chose dans la vie, sinon de m'occuper de mon entourage à moi, de ce qui m'entoure, mais j'ai le goût de faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là qu'on invite les gens, finalement, à adhérer d'abord à cette volonté de rapprochement et apporter un geste concret dans la lutte contre le racisme. Et le web que nous allons mettre en pratique d'ici quelques semaines va proposer des gestes comme ça à tous les individus qui souhaitent prendre une part active dans la lutte au racisme et à la discrimination. J'avais une deuxième question concernant la police autochtone que vous avez brièvement abordée. Vous avez fait une rencontre avec Madame Guilbeault et Monsieur Lafrenière à ce sujet concernant la police autochtone. Je voulais savoir si vous avez reçu des engagements de leur part à ce niveau-là. Non, je vais être franc avec vous. On n'a pas accompli grand-chose dans la rencontre qui a été tenue, qui est en marge de la table politique, qui est l'espace commun sur lequel nous avons convenu, le gouvernement du Québec et nous. Et on est... je dirais, on a beaucoup de distance à parcourir avant d'arriver à vraiment répondre aux préoccupations qui sont exprimées par nos communautés en matière de sécurité publique. Et je pourrais vous faire aujourd'hui une litanie d'enjeux qui touchent spécifiquement la sécurité publique. Et ça, je le mets en marge d'une démarche fédérale qui va sans doute se poursuivre avec les résultats de l'élection le 20 septembre dernier, c'est-à-dire une démarche fédérale qui vise à déposer, sous peu on souhaite, un projet de loi qui viendra reconnaître les services de police autochtone, de police des Premières Nations comme étant un service essentiel. La question devrait être posée au Québec. Est-ce que le Québec est prêt à en faire autant? Myriam Fimbry, première chaîne radio de Radio-Canada. Il y a aujourd'hui une décision attendue de la Cour fédérale sur les compensations aux enfants des Premières Nations placés dans le système de protection de l'enfance. Quel est votre message pour le gouvernement fédéral? Est-ce qu'il devrait se plier au jugement s'il est favorable à la décision du Tribunal des droits de la personne? Devrait-il se garder de porter le tout en appel? Le message pur et simple, c'est d'arrêter de s'acharner contre nos enfants. Et pour moi, c'est très clair. Et l'Assemblée des Premières Nations, sur laquelle je siège moi-même, s'est jointe avec la First Nation Caring Society depuis 2007 maintenant, 2009-2007, pour justement dénoncer cette discrimination contre les enfants autochtones. Et depuis, un jugement a été rendu en faveur des Premières Nations, en faveur de nos enfants donc. Et le triste bilan qu'on fait aujourd'hui, c'est que le Tribunal canadien des droits de la personne a eu à rappeler 5 fois au moins le gouvernement fédéral
de l'obligation de s'engager en fonction du jugement qui a été rendu. Donc, la nouvelle d'aujourd'hui, c'est pas quelque chose de très, très nouveau. C'est un rappel, tout simplement, au gouvernement canadien de livrer en fonction du jugement qui a été rendu par le tribunal. Mais il portait le tout en appel, ce serait de l'acharnement, selon vous? Bien, écoutez, on va être obligé de dénoncer ça parce que c'est absolument abominable là, qu'on puisse toujours, sous le prétexte... En fait, les premières victimes, c'est les enfants, c'est nos enfants. Et pour moi, c'est la base même de la cause depuis ses tout premiers débuts. Et c'est ici que je trouve important qu'on puisse peut-être mettre en évidence une situation qui est jugée déplorable. J'en parlais avec mon collègue de la Colombie-Britannique en ces 200 communautés. Et c'est un nombre important d'enfants qui sont victimes de ce déséquilibre en quelque sorte là. Et je sais que la chef Jérôme pourra parler longtemps aussi. C'est une situation qui est également très, très présente et qui interpelle beaucoup la communauté Anishinaabe de Lac-Simon, notamment. Simon Akineshny, CBC News. A question for Chief Picard. Yesterday I spoke to Minister Lafrenière, and he said that the reason that they are not recognizing the word systemic racism is because it means different things to different people. Basically, that he sees it as divisive. I'm wondering your reaction to that, and is reconciliation possible in Quebec with the government not recognizing systemic racism? Is it a deal breaker, essentially? Well, I wouldn't go as far as to say that it's a deal breaker because we are engaged in a political process through a political table between the Assembly of First Nations in Quebec and Labrador and the government of Quebec to try to address a number of issues that are common to all First Nations. We just spoke about youth protection. That's one example of the issues that come to us. Public safety is another one. But this being said, the Atikamekw Nation has come out publicly last year on the Joyce's principle, and as a whole, and we know, the objective that they're pursuing. Everybody so far has agreed to the Joyce principle, including the reference to systemic racism. What we hear from the government of Quebec is we agree with Joyce's principle, but we don't agree with systemic racism. So it's really unfair for the government of Quebec to take that position because what they're really doing is they're denying the principle itself because we look at it as a whole. It's not a principle that you can take apart and take, what pleases you. I think you take it as is. And if everybody can do it, why is the government, choosing to isolate itself, from a strong majority? And that is what is guiding the federal government, in its attempts to find a way to make sure that the health system stops discriminating against Indigenous peoples, across the country. So if the Quebec government is choosing to isolate itself, well, so be it. We still stay the course on Joyce's principle, including the reference to systemic racism. I don't believe the Atikamekw Nation and its leaders would see things different. And tomorrow is the first National Day of Truth and Reconciliation. It won't be a statutory holiday in Quebec. I'm just wondering what you think about that. Well, and again, it's the same argument as your question before. Quebec is the same government that denied the existence of forced sterilization with Native women, and we saw that again. Yet another report last week on Radio-Canada, another program that confirmed that this still exists today. But Quebec seems to continue to deny that, yes, everywhere else but Quebec.
And to me, it's sort of I don't know what this position indicates. Does that mean that any impacts from racism, discrimination affects the rest of the world, but not Quebec? I find that hard to believe. And it's this constant denial that whatever other Indigenous peoples face outside of Quebec is not happening in Quebec. And I'll take you back to Wet'suwet'en. We all remember that time, and the argument by the Premier at the time is, well, that's happening in BC. It cannot happen in Quebec. Please wake up. And that's the only message I have to say, because the realities in BC, the rights defended in BC are the same rights that exist in Quebec as well. So it's important to remember that. Écoutez, le congé de demain, évidemment, c'est un congé statutaire qui a été décrété par le gouvernement fédéral. C'est tout neuf. Il y a, je pense, quelques juridictions provinciales et territoriales qui y ont déjà adhéré en disant que ça va également exister chez nous. Je pense que le Québec a choisi de ne pas adopter cette position-là. Mais ceci étant dit, au-delà de la question à savoir, bon, c'est un congé fédéral, est-ce que ça va être aussi provincial? Il ne faut pas non plus oublier que l'intention de la journée de demain, c'est aussi une journée de recueillement, de commémoration. Il ne faut pas oublier pourquoi la journée du 30 septembre est significative à ce point-là. C'est la journée du gilet orange. Et il y a aussi cet élément-là. Et pour moi, c'est très clair que pourquoi la vérité, c'est qu'on nous a longtemps caché la vérité. Pourquoi la réconciliation, c'est qu'il faut passer par la vérité avant de passer à la prochaine étape, qui est la réconciliation. C'est aussi ces rappels-là, je pense, que nous faisons avec la journée de demain. Et encore une fois, pour rejoindre nos objectifs avec notre plan d'action contre le racisme et la discrimination, il faut se donner les espaces appropriés pour se parler. Et c'est aussi ça, la journée de demain. Hello, Olivia O'Malley, Global News. I'm going off this past question that my colleague asked. Tomorrow, you're inviting Quebecers also to join in the march, and you're here today to say the next steps are to get the Quebecers involved in standing up against racism. So I'm opening this question to anyone. What would your message maybe be to the government going forward for the Truth and Reconciliation Day in order to get more Quebecers involved and more Quebecers aware of the day and maybe even celebrating it or going to parades or marches? I think reconciliation to me starts with awareness, education around it. So for sure, when you speak about the Truth and Reconciliation Day that is happening tomorrow, nobody in Quebec is aware of. So when I was discussing this with my friends and family, and they were like, "Oh, we didn't know that it was a new statutory holiday for Canada." So for sure, if we can bring some awareness around that day, and we can discuss about it, educate people, educate the Quebec nation. About, that statutory holiday that is recognized by other provinces in Canada, but not in Quebec. That's a good step towards, awareness and education, and see that we have a problem. A communication, like as Chief Picard was saying, there's things that are recognized in Quebec that are not recognized in Quebec, but they're recognized all over Canada. So that would be my pretty much my answer. Maybe I could just add that this day tomorrow came as a call to action by the TRC, the Truth and Reconciliation Commission, as well, which has many other calls to action. This has to be looked at as one piece. I think there's enough for everyone, from that report, and everybody is being called on, to contribute and do what is necessary in order to put this out in the open.
before 92, nobody talked about residential schools. I mean, this is how much the history of Canada was put, undercover. Nobody wanted to talk about it. And it finally came out, and from there, this is what we have today. I think, everything has its time, and I think tomorrow is really the day where we come together and say, well, maybe learn from each other. And yesterday, the Joliet nurse was suspended 1 year. I'm wondering if you have any reaction on her 1-year suspension. Sorry, I didn't get the question fully. The Joliet nurse in Joyce Echaquan's case was suspended 1 year from the Order of Nurses. Sorry. What is your reaction to that 1-year suspension? I think it's half-win to me. Yesterday, just last week, and not to stay away or take away from your question, but just last week, there was a situation in the community of Shefferville where there was a firefighter who made, I won't even repeat the words that were conveyed to me, speaking about the Innu people, the indigenous people over there. And Shefferville, from its closures in the early 80s, is now a small community, a minority of non-indigenous people and a majority of Innu and Naskapi. And so the employee of that small municipality made racist remarks about Innu people. And the mayor fired him on the spot. And I think this is the kind of actions that we expect. So in reference to your question, I mean, it took this long for the order to finally render a decision. I find that sad. Does that mean that we have to find a way to maybe excuse racism, when it's right in our face? I mean, everything was there for everybody to see. And to me, we still have a long ways to go, I think, for people to pay for their actions. Bonjour, M. Picard, Pierre Saint-Arnaud de la presse canadienne. Vous êtes sans doute au courant, on l'a appris en début de semaine, que le Native Women Shelter à Montréal a coupé les ponts avec le centre Batcha. Si vous ne le saviez pas, je suis désolé de vous l'annoncer. Pour une raison bien simple, en fait pour plusieurs raisons. Là. Ils en ont ras-le-bol, ils sont plus capables de travailler avec les gens de Batcha. Et c'est rendu au point où les mères autochtones se font interdire de parler à leurs enfants dans leur langue maternelle au centre Batcha parce qu'on craint toutes sortes de trucs qu'on ne comprendrait pas. Je suis curieux de savoir à quel point ce genre de comportement-là, qui persiste dans des endroits comme le centre Batcha, n'est pas représentatif de ce dont vous vous plaignez concernant la loi 96 et la reconnaissance des langues autochtones comme étant des langues qui seraient reconnues par le gouvernement. C'est une question que je ne dirais pas fort complexe nécessairement, mais c'est un exemple, et c'est difficile de généraliser lorsque on traite de cette question-là de la façon que vous la présentez. Mais je dirais que de toute évidence, ce qu'on constate aujourd'hui, puis mon passage à la commission parlementaire hier, ce que j'ai vu, moi, il y a 40 ans, et les gestes qui étaient posés par le gouvernement de l'époque pour faire la promotion des langues autochtones, si on avait gardé les directions qui étaient données à ce moment-là, peut-être qu'on ne serait pas rendu à des situations comme celles que vous soulevez. Écoutez, c'est quelque chose, je n'étais pas tout à fait au courant des détails de ce que vous avancez, mais en même temps, ça ne me surprend pas. Je pourrais vous dire, bon, il y a quelques années ici, là, on parlait de créer une résidence pour des patients inuits dans un quartier à Montréal, là. Ça a soulevé des tollés là, sans précédent. Là. Il n'y a personne qui voulait d'Inuit dans son voisinage. Et ça me ramène un peu à ce que vous dites, parce que c'est des situations, moi, dont j'ai déjà eu écho, même dans des centres jeunesse dans certaines régions du Québec, où les jeunes
qui, des fois, n'ont pas d'autre choix que d'être placés en centre jeunesse, se font interdire de parler leur langue. Donc, pour moi, ça ouvre un débat qui, de toute évidence, ne peut pas avoir lieu dans le cadre d'une commission parlementaire parce que c'est pas un cadre qui nous est approprié, parce qu'on est invité finalement à participer au même titre que n'importe quel autre groupe d'intérêt ou de pression, ce qu'on n'est pas. Et je pense que c'est ça que le gouvernement du Québec mérite d'accepter, doit accepter. Et ça me ramène un peu à la référence habituelle lors de la relation de nation à nation. Si ça doit vraiment être respecté, reconnu, et si on doit être conséquent avec ce qu'on avance politiquement, bien, on devrait se donner l'espace pour en parler. Mais je pense qu'au-delà de tout ça, bien, il y a cette réalité-là au niveau des langues autochtones, là, qui évidemment, la situation n'est pas à la hauteur de ce qu'on souhaiterait aujourd'hui. Je vous ramène à cette fameuse question du racisme systémique, la reconnaissance du racisme systémique. Jusqu'à quel point est-ce qu'on est capable de travailler avec le gouvernement? Parce qu'on ne se le cachera pas, là, on semble être extrêmement bien campé sur ses positions à Québec pour ne pas reconnaître le terme systémique. Jusqu'à quel point est-ce qu'on est capable de composer avec ça, avec l'éléphant dans la pièce et toujours réussir à s'entendre avec un gouvernement dans ces conditions-là? Bien, écoutez, je dirais que l'échiquier politique étant ce qu'il est, on est un gouvernement qui est toujours au sommet des sondages, là, incluant son premier ministre. Donc, c'est difficile de ne pas être, de fermer les yeux là-dessus d'abord. Mais en même temps, je vous rappellerai quand même qu'il y a quelques mois, à peine quelques semaines ou quelques mois après l'incident qui a mené au décès tragique de Joyce Echaquan l'année dernière, l'attention a vraiment porté sur la situation à Joliette. Et à ce moment-là, il y a eu des actions qui ont été posées, notamment pour renforcer la gouvernance de l'institution du CIUS à Joliette, de la Naudière, pour qu'il y ait une représentation du côté Atikamekw. Je crois savoir que c'est des gestes qui ont été posés qui semblent donner des résultats. Donc, malgré le fait que le gouvernement choisit de rester dans son camp par rapport au racisme systémique, ou plutôt sa définition, il en demeure pas moins qui ont des gestes qui ont été posés. Donc, moi, ça me dit que c'est possible. Est-ce que c'est est-ce que c'est un sujet qui est non négociable du côté des Premières Nations? À mon avis, non. Mais en même temps, les leaders du côté Atikamekw notamment, mais dans l'ensemble, vont dire, bon, le principe de Joyce demeure tel qu'il est, sans aucun compromis. Je pense qu'on ne peut pas se permettre de compromettre sur des positions aussi fondamentales et importantes. Écoutez, les compromis, là, ça fait trop longtemps qu'on en fait. Oui, Madame Robertson, je voulais juste que vous reformuliez en français ce que vous avez dit tout à l'heure en anglais à propos de la journée de demain et de la non-reconnaissance de cette journée pour l'instant par le Québec. Oui, en fait, ce que je disais, c'est, je pense que la reconnaissance de la journée sur la vérité et la réconciliation, qui est un congé férié reconnu, qui a été proposé justement là, par le Canada. Ce que je disais, c'est que c'est dans l'éducation, c'est dans la reconnaissance des Premières Nations. Puis justement, là, ce que je disais aussi, c'est difficile de traduire. Hein? Oui, ben c'est certain qu'il y a une déception là, par rapport à la non-reconnaissance par la province là, de ne pas reconnaître ce jour férié-là pour le Québec. Puis justement, je m'amuse à en parler à mon entourage, aux amis, à la famille, et je leur parle de cette journée-là, et le peuple québécois n'est pas au courant de cette journée-là qui a été annoncée par le gouvernement fédéral. Donc, je pense que justement, plus on va en parler, plus on va, puis c'est un petit peu aussi on pourra en parler plus demain lors de la marche, que cette journée-là, les gens, comme je vous dis, là, c'est quand on annonce la marche de demain, que c'est sur la journée de la réconciliation et de la vérité, les Québécois ne savent pas que c'est une journée qui a été proposée justement suite à la commission là, de la vérité et de la réconciliation au niveau du gouvernement fédéral. Donc, c'est un peu en résumé.
Merci, Madame Robertson. Merci au chef Picard, Miigwech, chef Jérôme. Alors, ceci met fin à notre conférence de presse. Au nom de la PNQL, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous invite aussi à vous joindre en grand nombre, à vous engager dans la lutte au racisme envers les Premières Nations en vous joignant à notre campagne et, si possible, à la marche demain. So this ends our press conference. On behalf of the AFNQL, I thank you for coming here today. Wish you a good day, and I invite you to join us and commit to the fight against racism, and join our campaign and the walk tomorrow also, which will take place here. Thank you. Have a nice day.